Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Boukhari, coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 52 du podcast Aventurière de la vie, je reçois Sylvie. Elle est plus connue sous le nom de Radio Camino sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube en particulier, sur Instagram aussi. Je suis ravie de faire ce 52e épisode pour l'anniversaire des 2 ans du podcast Aventurière de la vie. Bonjour Sylvie, comment vas-tu ? Bonjour Christine, je vais très bien, merci. Je suis ravie d'enregistrer un épisode avec toi aujourd'hui. Je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux parce que tu es connue aussi sous le pseudo Radio Camino. Tout à fait. Tu racontes sur la chaîne YouTube et puis sur les réseaux sociaux les chemins que tu as suivis, Compostelle et d'autres. Et donc, ça fait quand même plusieurs années que je te suivais, puisqu'il y a 3 ans, j'avais commencé le chemin de Compostelle. Voilà. Et on a eu l'occasion de se rencontrer en physique, parce que j'aime bien rencontrer les gens aussi. Des fois, je les interviewe, puis je les rencontre après. Ou... On a eu l'occasion de se rencontrer à Paris. Voilà. Une belle association, Compostelle 2000, qui fait des choses sympas. Et on a pu se rencontrer. Voilà. Et aujourd'hui, un peu par les hasards du temps, on a toutes les deux le temps d'enregistrer ce podcast. Voilà. Merci à toi vraiment. Et ça me touche beaucoup l'aventurière de la vie, puisque je pense qu'on a toutes les deux cette vocation d'inspirer les femmes. Et ça me rapproche de toi, et j'espère que ce podcast sera inspirant pour celles et ceux qui vont nous écouter. Je l'espère aussi. Peux-tu te présenter rapidement sous l'angle que tu souhaites? Je m'appelle Sylvie, je suis belge, j'ai 52 ans, j'ai eu 4 enfants, mari, je suis entrepreneur et je suis pour le moment vraiment très attachée au voyage lent et notamment sur des chemins anciens. Mais j'ai eu plein d'autres passions dans ma vie, on va certainement pouvoir en parler. Voilà. J'espère répondre à cette définition d'aventurière de la vie. En tout cas, ça me parle bien. Merci. Je vais tirer une carte. Je ne sais pas si tu peux me dire laquelle tu veux. C'est un peu difficile. Je vais choisir pour toi. Tu peux choisir pour moi, je te fais confiance. Allez, je vais prendre celle-là. Et puis, je vais la lire. Je m'accepte telle que je suis et je m'aime profondément et complètement. Waouh! Que penses-tu de cette carte du jeu de cartes aventurière de la vie? Je pense que ça répond très bien à un travail que j'ai fait hier avec un cercle de femmes qui avait pour but de préparer l'année 2023. Et je pense que dans mes objectifs, mon objectif, c'était m'accepter telle que je suis et consoler mon enfant intérieur. Donc, tu vois, je pense que tu as un peu des dons de divination là. Ouais. C'est magnifique, très bien. Ça me parle. Oui. Ça te parle. Accepter qui on est, c'est aussi arriver à lâcher prise quand on n'est pas celle qu'on voudrait être. Je pense que les personnes qui me suivent, elles me connaissent comme quelqu'un d'extrêmement joyeuse, enthousiaste, aventurière, qui part sur les chemins, mais j'ai aussi des moments de profonde tristesse et même de déprime. Hein. Et donc, j'ai beaucoup de mal à accepter cette partie sombre de moi. Ces derniers mois, j'ai eu plus l'occasion de l'explorer et donc accepter ça, je pense que ça, c'est vraiment le chemin qui m'attend là maintenant. 52 ans, c'est l'âge de la ménopause, de la sagesse. Enfin, je ne suis pas encore trop prête, mais voilà. Et puis, s'aimer profondément, c'est vrai que on tire encore beaucoup de casseroles. En tout cas, moi, je tire encore énormément de casseroles de mon enfance. Et tout récemment, donc c'est il y a 2 jours, j'ai été explorer cet enfant intérieur et il était en larmes, en train de pleurer. Donc, je crois qu'il y a du boulot. Donc, derrière le sourire et derrière la joie, il y a encore des choses à aller travailler. Donc, ce sera la mission, mais en même temps avec bienveillance et accepter que voilà, on n'est pas parfaite, on n'est pas tout le temps performante, loin de là, et que c'est OK.
Je crois que le but de la vie, c'est pas de combattre nos zones d'ombre, mais d'accepter qu'elles sont là et de vivre en paix avec elles. Mais quel chemin. Et donc, Sylvie de Radio Camino, donc des chemins, quelle est ta vie professionnelle? Quel est ton cheminement professionnel en parallèle de cette vie des chemins? Alors, j'ai un métier que j'adore parce que il s'appelle l'agence web des femmes qui changent le monde. Donc, j'ai la chance d'accompagner des femmes qui généralement sont en transition dans leur vie professionnelle, qui décident de se lancer. Alors, j'ai vu que tu avais interviewé pas mal de personnes qui avaient changé de carrière en cours de vie. Et c'est typiquement ma clientèle idéale. Mon agence s'appelle Amarante et donc j'aide les personnes à créer leur site, à communiquer sur les réseaux, à faire des vidéos, à faire des newsletters. Enfin, voilà, donc ça explique aussi pourquoi Radio Camino est très présent sur la toile, parce que c'est mon métier au départ. Et donc, voilà, je rencontre plein de personnes magnifiques et puis je leur donne l'envie de communiquer, je les rends autonomes et puis je les lance. En tout cas, je leur permets d'accoucher de leur projet sur la toile et c'est souvent déjà thérapeutique et même extrêmement motivant pour elles. C'est très gai. J'aime beaucoup ça. Et tu as toujours travaillé dans ce domaine d'activité? Non, parce que évidemment, quand j'ai commencé à travailler, le web existait à peine. Hein, c'était les années 90. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce en Belgique, un peu l'équivalent de votre HEC en France. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie lourde. Alors, après mes études, je suis quand même partie faire le tour du monde à pied et en bus et en toutes sortes de moyens de locomotion lents pendant 1 an. Donc voilà, sac au dos, en routard, et puis je suis rentrée, et puis j'ai trouvé du boulot pratiquement dans l'heure, et puis j'ai commencé une carrière qui correspondait à ma formation, on va dire, dans le marketing industriel, et j'ai beaucoup aimé ce que je faisais, et puis au bout de 10 ans, j'ai eu une grosse prise de conscience, et je me suis dit, mais au fond, c'est quoi mes valeurs profondes? C'est quoi qui me fait me lever le matin? Et puis je me suis rendu compte que c'était plus vraiment les mêmes valeurs que là où je travaillais, même si c'était une chouette boîte. Mais voilà, j'avais fait le tour de ce que je pouvais apporter aussi. Et je me suis dit, bah, moi, ce qui compte vraiment maintenant, c'est déjà de travailler dans la communion d'âme. J'avais vraiment une envie de profonde communion avec les personnes avec qui je travaillais. Et puis, bon, je voulais aussi prouver que j'étais capable de m'en sortir, même avec un sale caractère, parce que dans une structure hiérarchisée, plutôt masculine, je ne trouvais pas les codes. En fait, j'étais trop, trop directe, je pense, pour faire carrière. Et puis, voilà, j'avais vraiment ouais, une façon trop libre, à mon avis, de fonctionner, voilà, des choses que je n'avais pas comprises par rapport à l'autorité. Et tant mieux. Et puis, j'avais aussi envie d'une plus grande éthique quand même dans mon travail au niveau, voilà, que ce soit une éthique par rapport au respect des gens, au respect de ce qu'on nous montre comme prix, de ce qu'on consomme, de ce qu'on a comme impact sur la planète. Donc, je me suis orientée vraiment vers un métier et des clients qui correspondaient à 100% à cet objectif-là. Et c'est merveilleux parce que j'ai été quand même reconnue assez vite dans ce que je faisais. Et malgré que je n'avais pas beaucoup de compétences en informatique pure, je pense qu'il y avait un autre talent qui était de pouvoir comprendre assez vite les besoins des personnes et transformer ça en outils de communication. Je sais qu'il y a presque une dimension un peu magique, un peu énergétique. Tu vois, tu viens de tirer la carte qui correspond pile poil à ce que je vis pour le moment. Et ben moi, parfois, j'ai la personne à côté de moi ou par Zoom et on trouve exactement les mots, exactement la façon de présenter ce qu'elle veut. Parfois, on trouve ça marque comme ça. Il y a des espèces d'inspiration. C'est pas moi, quoi. Il y a presque de la canalisation. Et c'est assez génial, en fait, de pouvoir travailler dans un domaine aussi, on va dire, technique ou informatique hein, que n'est le web, avec finalement les mêmes ressources qu'on pourrait avoir quand on est thérapeute, quand on est sage-femme, quand on est coach. Ouais. Donc ça, c'est génial, en fait. Et donc, ouais, donc, il y a une alchimie qui se fait et qui me permet aussi de travailler très, très vite. Donc, j'ai des clients, ben, leur site, en 4 heures, il est fait. Donc, ça ne leur coûte pas très cher et puis, ils sont super fiers, quoi. Ouais.
Ça, c'est chouette aussi pour moi. D'accord. Et comment s'est effectuée ta transition? Donc, un jour, tu as eu un... J'ai eu un jour alors l'inverse d'un coup de foudre, et c'était le 10e anniversaire dans la boîte où j'étais. Et tout d'un coup, j'ai vraiment eu un truc qui m'est tombé dessus, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Sylvie? Mais tu n'es pas à ta place ici. Et c'était hyper inconfortable parce que je n'avais absolument aucune compétence, je veux dire, pour fonctionner toute seule. Moi, j'avais un diplôme universitaire, j'avais fonctionné dans un groupe international, on avait un informaticien, un secrétaire, enfin, tout ce qu'il fallait. Moi, je savais rien faire. Et puis, je me dis, mais ouais, comment je vais créer de la valeur? Et en fait, je me suis d'abord vraiment posé ces questions sur mes valeurs avant de me dire, mais je vais faire quoi comme métier? Et j'ai même hésité à tout à fait changer d'orientation. J'avais pensé devenir sage-femme, j'ai pensé devenir horticultrice. Et puis, j'avais bricolé 2 sites dans ma vie et je me suis dit, bon, allez, ce sera le moins difficile peut-être de faire des sites. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et alors, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un événement en parallèle de ce coup on va dire, de non-foudre. Hein. C'est que quelques semaines après, j'ai appris que j'attendais un bébé. Et puis, j'ai été mise à l'écart parce que c'était une grossesse pas compliquée, mais la précédente avait été un peu compliquée. Et j'ai couvé mon bébé pendant 9 mois comme j'ai couvé mon projet d'entreprise. Et ce qui est assez ce qui m'a un petit peu, par contre, chamboulée, c'est que le jour de la naissance, le bébé est décédé. Et ce n'était pas du tout quelque chose qui était prévu. Et alors, je me suis dit, bah, au fond, je vais rentrer, je vais retourner travailler. Quoi. Voilà, je me dis, bah, voilà, tout s'écroule. Et à ce moment-là, il y a vraiment une petite voix qui m'a dit, ah non, tu dois réussir ce projet que tu as mûri là pendant 9 mois. Et donc, bah, cette petite Marie, elle m'a portée vraiment. Elle a son nom dans Amarante, d'ailleurs. C'était un peu un hasard, mais voilà. Et elle m'a donné aussi le courage de ne pas avoir peur, parce que finalement, qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire au monde que de perdre un bébé? Rien, ça c'est clair. Il n'y a rien de pire. Donc, j'avais plus peur. J'avais plus peur de lâcher la branche, voilà, d'avoir un risque, que ce soit financier non, il y avait vraiment plus rien qui pouvait me faire peur. Et donc, je me suis lancée en me disant, bah voilà, c'est l'Everest. Comment veux-tu réussir dans le web, toi qui n'es même pas de la génération de ceux qui sont nés avec une souris entre les dents? T'as pas d'expérience, t'as pas de compétences, t'as jamais fait ça. C'est un peu impossible, mais c'était aussi impossible de faire son deuil. Et donc, je me suis mis les deux épreuves, on va dire, un petit peu comme 2 challenges à faire en parallèle. Et puis, j'ai réussi au niveau du boulot et j'ai pu faire mon deuil. Donc, c'était... voilà. Ça m'a vraiment aidée. Et aujourd'hui, je regarde ça avec beaucoup plus je veux dire, de sérénité. C'était plutôt une très, très belle grossesse et une belle histoire d'amour que ce petit bébé qui est venu 9 mois. Et voilà, en fait, la vie nous apprend aussi à ne pas faire de plans. Ouais, c'était vraiment ça, en fait. C'est une grossesse que j'ai vécue au jour le jour. Et je n'ai pas fait de plan sur l'avenir. Bah, heureusement, j'ai profité vraiment de chaque instant qui m'était donné, même si c'était pas très long, c'était déjà chouette, quoi, 9 mois, j'étais très contente. Et voilà. Et bon, bah, il y a toujours un petit ange là qui est là aujourd'hui. Hein. Comme si la perte de ton enfant, de Marie, t'avait donné la force de te lancer pour développer ton agence. Voilà, je me suis dit, bah, si j'ai pu faire ça, je crois si j'ai pu faire cette expérience de deuil et passer au-delà, bah, il n'y a plus rien d'impossible sur Terre. Quoi, vraiment. Oui, tout à fait. Et voilà, c'était un beau cadeau qu'elle m'a fait aussi. Et voilà, c'est une histoire, c'était une belle histoire au final. Ouais. Et donc, on te connaît sur les réseaux, en tout cas, de Radio Camino. Donc, oui. Alors, on me connaît comme une petite rigolote qui pas part depuis à la belle étoile ans. et on est parti sur un registre très émotion. Hein. Mais oui, bon, après, voilà, je sais aussi de trouver beaucoup de joie dans tout ça. Et alors les chemins m'ont apporté tellement, tellement de choses qu'aujourd'hui, j'ai vraiment du plaisir à repartager tout ce que j'ai reçu. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est caractéristique chez moi, c'est que j'ai toujours envie de rendre au centuple ce qu'on me donne. Et voilà, notamment
tout ce que tous ces inconnus au bord du chemin m'ont donné, hein, que ce soit une pomme, un sourire, un encouragement, un lit. Voilà, j'ai vraiment cette envie toujours de redonner et de partager, de témoigner en me disant, bah, si moi, à l'époque, en plus, jeune maman, avec une boîte qui venait de démarrer, avec voilà, plein de choses qui faisaient que ce n'était pas vraiment le moment, puisque j'avais 34 ans quand je suis partie sur... Non, j'avais 37 ans quand je suis partie la première fois sur le chemin. Mhm. Donc, ce n'est pas une période de la vie où on a vraiment 2 mois devant soi, hein, ça c'est clair. Hein. Et puis, c'est possible, donc je me dis, allez, il y a peut-être plein de personnes que ça peut inspirer. Et notamment les femmes qui parfois se mettent des barrières là où elles ne sont pas, hein, mais qui ont peut-être plus de croyances limitantes ou qui ont plus l'entourage qui va freiner, projeter ses propres peurs. Alors aujourd'hui, c'est vraiment mon objectif, c'est voilà, de donner cette envie de faire le premier pas. Mhm. Et, Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir à 37 ans, donc avec des enfants, une entreprise, un mari? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir seule sur le chemin? Tu n'es pas partie avec des amis, avec des copines, avec ton mari, avec tes enfants. Tu avais besoin de partir seule, j'imagine. mais on est encore dans un registre bon, plutôt émotion. Je crois que la vie chez moi, c'est un peu ponctué par des événements dramatiques, puis qui font que je rebondis et que j'en fais quelque chose de chouette. Mais ouais, l'année 2008 a été un petit peu bousculante pour moi, puisque sur le même été, on m'a annoncé que ma mère avait un cancer incurable, qu'elle en avait pour quelques mois. Et 20 jours plus tard, moi je suis fille unique, hein, donc c'était quand même un peu la vie qui s'écroulait là. Mon papa, qui était champion de parapente, s'est tué dans un accident au lac d'Annecy. Et pourtant, il était super bon, mais voilà, il a été pris par un vilain coup de vent. Et donc, ça a été un peu la bousculade chez moi. Et alors, en plus de tout ça, euh, quelques jours après l'enterrement de mon papa, ma maman a guéri complètement. Donc, il y a eu vraiment un espèce de tsunami autour de moi. Entre les deux, j'étais allée au Puy-en-Velay par hasard. Je ne savais même pas ce que c'était un départ pour les Français, tout ça. Et puis, juste le jour où ma maman m'a annoncé sa guérison incompréhensible, hein, donc même son oncologue ne comprenait rien du tout, je me suis retrouvée sur un chemin de Saint-Jacques, mais dans mon village. En fait, j'ai appris le même jour que le jour où j'apprenais la guérison de ma maman que le chemin de Saint-Jacques passait carrément dans mon village en Belgique, à côté de Namur. Donc, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et j'ai attribué en fait cette guérison à, je ne sais pas, une forme de miracle quand même, hein, que ce soit la prière que j'avais adressée au Puy-en-Velay à cette Vierge Noire, à l'intention que j'avais confiée à un pèlerin sans savoir qui, dans l'urne en dessous de la statue de Saint-Jacques, à mon papa qui avait peut-être demandé une petite intercession là-haut, je ne sais pas trop. Je suis pas une grande croyante, béni oui oui moi, hein. Je suis plutôt quelqu'un qui questionne beaucoup. Mais il m'a paru indispensable de tout de suite me mettre en route pour dire merci. C'était tellement énorme, c'était tellement gros ce truc que je dis, bon, je dois faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à marcher dès le lendemain, mais des petits morceaux d'une journée, parce que j'avais Ouais. toujours ma petite dernière qui est venue après Marie, qui avait 10 mois. Donc, je l'allaitais, donc il ne fallait pas que j'arrive trop tard le soir. Et j'ai marché comme ça. C'était un besoin impératif, en fait. Pour faire mon deuil et essayer d'apaiser un peu cette tempête et pour dire merci. Mm. Je suis partie dans la joie. Ça, c'est vrai, parce que vraiment, j'ai eu l'impression que c'est moi qui étais sauvée, en fait, dans cette histoire. Je n'étais pas capable d'assumer tous ces drames l'un sur l'autre. Et il y a eu Mm. vraiment, voilà, c'était très triste de perdre mon papa. Bon, mais c'était son heure, probablement. C'était son destin. Je pouvais pas Voilà, c'est comme Marie, je pouvais rien y faire. C'est comme ça, c'est comme ça. On n'a pas prise là-dessus, ça ne nous appartient pas. Mm. Et, mais je pense que là, c'est mon papa qui m'a accompagnée pas mal sur le chemin. Il m'a fait beaucoup de clins d'yeux, comme ça, c'était très sympa. Et j'ai pu apprendre à mieux le connaître, en fait, en marchant, on va dire, avec lui, hein,
Ouais, et j'ai même pu marcher là, à l'endroit où il est tombé, et partir de là, donc près d'Annecy, jusqu'au Puy-en-Velay, où j'avais fait cette prière à la Vierge Noire. Donc c'était vraiment un chemin hyper fort, hyper symbolique. Mm. Ouais, ouais, et qui m'a pris 6 étés. Parce que donc, je suis d'abord partie de Belgique. J'ai mis 3 ans pour traverser la France par Vézelay. Et puis, je D'accord. suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, non, je ne suis pas prête. J'ai encore trop de choses à travailler. Donc, je suis repartie de Genève par Annecy, puis par le Puy. Je suis encore arrivée au bout de la 5e année de nouveau aux Pyrénées. Et puis là, la 6e année, c'était en 2014. J'ai dit, bon, maintenant, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et puis découvrir des chemins aussi avec beaucoup plus de monde. C'était toute une aventure pour moi qui était quand même très, très solitaire dans cette marche. Mm. Et solitaire, mais très, très heureuse, hein, avec je faisais plein de rencontres. Hein. Je rentrais dans un bar, on m'offrait des pots. J'étais toujours dans cette joie communicative, donc il m'arrivait plein de belles choses. Ouais. Par contre, arriver dans la foule des pèlerins, au début, c'était pas du tout évident pour moi. Et donc, j'ai dû aussi apprendre ben voilà, à partager le chemin, à vivre avec d'autres, à être plus tolérante, à être plus ouverte. Voilà, et pratiquer la bénédiction des pèlerins. Et ça m'a bien aidé aussi. À chaque chemin, à chaque morceau de chemin, il y avait des leçons de vie, mais Mm. extraordinaires, et puis qui étaient tellement concrètes, qui étaient tellement dans, 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 dans la réalité de ce que je vivais en marchant, que c'était une Mm. école de vie de fou, en fait. Ouais. Mhm. C'est l'histoire de ce chemin. Donc, je suis arrivée en août 2014 à Compostelle, puis à Fisterra. Ouais. Et puis là, je me suis retournée et j'ai vu qu'il y avait un chemin qui amenait à Jérusalem en partant de Fisterra. Ouais. J'ai dit, oh là là. Et puis ça a travaillé quand même pendant l'année suivante. Et puis en 2015, je suis repartie de Compostelle vers la France. Et alors, cette fois-là, je voulais vraiment rendre tout ce que j'avais reçu. Donc, j'ai offert des free hugs, des câlins à tous les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques, enfin, tous ceux qui en voulaient. Mm. Et donc ça, c'était aussi une magnifique expérience parce que là, je voulais vraiment tout donner. Je voulais plus marcher pour moi, je voulais marcher pour les autres. Et c'est ce chemin-là où j'ai le plus reçu de cadeaux. Donc c'était Mm. vraiment quelque chose aussi, une leçon de vie merveilleuse. Et tu disais que tu avais mis plusieurs années avant de franchir les Pyrénées en prenant plusieurs chemins, donc Ah oui, et en plus, de chez toutes les toi, de variantes. Genève, et pour quelle raison tu n'arrivais pas à franchir les Pyrénées ces premières années-là? Parce que tu aurais pu, effectivement, d'année en année, arriver à Compostelle, même si tu n'avais qu'un mois, 2 mois pour marcher l'été. Oui, non, il fallait. En fait, je voulais aller qu'une seule fois à Saint-Jacques et vraiment arriver quand je serais prête. C'était très important pour moi de déposer tout ce qui devait être déposé sur ce chemin, de vivre tout ce que je devais vivre, d'expérimenter tout ce que j'avais expérimenté, de me débarrasser de tous mes fardeaux, mes peurs, avant d'arriver. Enfin, intuitivement, bien sûr, hein, mais pour moi, il n'y avait qu'une seule arrivée à Saint-Jacques. C'était pas Mm. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de retourner 10 fois à Saint-Jacques, quoi. Je veux dire, on y va une fois dans sa vie et puis normalement c'est bon, quoi. Ouais. Après, je ne savais pas qu'il y avait un petit virus qui venait s'infiltrer et qu'après, il n'y avait plus moyen de faire autrement que de repartir marcher Mm. chaque été ou même chaque fois que c'était possible et que on me verrait beaucoup plus difficilement dans des vacances sédentaires ou avec voilà, d'autres façons de voyager. Mais, euh, mais ce n'est plus vers Saint-Jacques. Là, je suis plus dans des démarches d'aller voilà, creuser d'autres thèmes, d'autres chemins, comme cet été, rechercher les Vierges Noires dans le centre de la France, par exemple. C'était voilà, aussi un très beau thème, un très beau but avec plein d'enseignements et de découvertes sur soi, sur des lieux magiques, des chemins chargés d'histoire. Voilà. Mais Compostelle, en gros, ouais, c'est bon, quoi. J'espère ne plus avoir envie de retourner plein de fois à Saint-Jacques, même si ça me plaît toujours d'emmener les gens vers Saint-Jacques, parce que c'est Mm. quand même le chemin le plus emblématique. Mais mon rêve, en fait, c'est d'inspirer des personnes à aller vers un chemin qui leur parle à elles et Mm. qui est beaucoup plus personnel. Ça peut être un sanctuaire, ça peut être Rocamadour, ça peut être le Puy-en-Velay, qui est un but pour moi exceptionnel de cheminement. Le Mont-Saint-Michel, qui est incroyable.
Mm. Ça peut être Rome, pourquoi pas, il y a quand même toute notre histoire qui est là. C'est vrai que j'ai expérimenté un peu toutes ces voies, même vers Saint-Olaf, au nord de la Norvège, là, à Trondheim. Ouais. Euh, voilà, et tout chemin peut apporter quelque chose. En particulier, quand même, ces chemins qui ont toute une histoire et qui ne sont pas tracés par hasard non plus, qui ont quand même voilà, une énergie particulière, et ne fût-ce que l'énergie que chaque marcheur a déposée là, en partant dans ce périple. Mm. Ce sont quand même des chemins porteurs, hein, certainement. Voilà. D'accord. Donc, Compostelle, in fine, tu l'as fait une seule fois. C'est parce qu'il y avait le sens, enfin, en tout cas, pour le moment, c'est qu'il y avait le sens de le faire qu'une fois. Voilà, puis bon, c'est vrai que ça m'est arrivé de retourner avec ma fille, de lui montrer. Donc, on a fait des petits tronçons au Portugal. Je suis retournée un hiver où j'étais pas très bien. J'avais envie de revoir la Meseta quand même. Mais oui, on peut y retourner avec un autre objectif, bien sûr. Hein, c'est pas Mm. exclu que j'y retourne encore. Ouais. Mais pour moi, oui, je ne me vois pas faire tous les chemins de Compostelle, par exemple. Ça, c'est vraiment pas c'est pas mon objectif. Surtout qu'il y a des chemins qui sont tellement plus connectés encore à la nature. Et c'est vraiment maintenant. Moi, ce que j'aime, c'est quand même la nature, d'essayer d'être plongé. Voilà. Il y a aussi des chemins qui sont des traversées comme. Je viens de marcher en novembre de Belgique jusque Paris. Hein. Je suis venue Mm. voir à Paris, mais à pied. Mm. Ouais. Ça, c'était un chemin qui était un chemin de réalité, c'est-à-dire traverser des paysages dévastés par l'homme, disons-le clairement. Hein. Il y avait l'industrie, puis il y avait les grands ouvrages hydrauliques, là, tous les canaux autour de l'Escaut, puis il y avait tous les stigmates de la guerre 14 qui a quand même mais ruiné des milliers d'hectares, et puis l'agriculture intensive épouvantable, où il n'y a plus aucune biodiversité, où il n'y a plus de vie même. Hein. Et c'était un chemin qui était vraiment dur, en fait. Mais je pense que ça avait aussi du sens de faire cette grande traversée là pour arriver à réaliser à quel point bah, il y a urgence de recréer des espaces de biodiversité partout où on peut le faire. Limite à Paris, c'est là qu'il y en avait le plus. Donc, ouais, donc là, ce sont des traversées à thème, je dirais, plus que des chemins de Compostelle, même si j'ai suivi effectivement un chemin balisé Compostelle. Ouais. Et contrairement à moi, par exemple, moi j'ai fait Stevenson cet été, du Puy-en-Velay pendant 5 jours, mais moi c'était on me portait mes affaires et j'allais dormir à l'auberge. Toi, tu es une randonneuse avec ton sac à dos, même l'été, éventuellement une tarpe, avec, tu es vraiment en autonomie. En fait, je cherche vraiment la liberté et la légèreté aussi, hein, mais la liberté, c'est vraiment ma quête, en fait. Et donc, de me dire qu'il n'y a absolument personne qui m'attend nulle part, que je peux me poser exactement quand je veux, où je veux, suivre le chemin que je veux, prendre les variantes que je veux, faire 5 kilomètres si j'ai envie ou 30 si j'ai envie. Voilà, ça c'est vraiment le plus important. Et donc j'ai beaucoup de mal, moi, à me fixer un hébergement pour le soir parce que ça me donne l'impression que je me coupe de beaucoup de choses, en fait, notamment de cette liberté de choisir et de me laisser porter. Et comme bon, on n'est quand même pas dans des régions où c'est compliqué de se laisser porter, hein, surtout l'été. Ben, voilà, c'est vrai que c'est plus ma philosophie, c'est d'être complètement détachée de toute contrainte extérieure, y compris des horaires de gîte, des trucs où il faut se lever le matin. Oh, mon Dieu, mais non, allez, je dors moi le matin. Je dors dans la paille ou sous les étoiles. Ou voilà, oui, donc c'est vrai que ce sera moins mon projet là. Bah, c'est peut-être plus tard, hein, ou peut-être avec d'autres personnes qui auraient plus ce besoin. Mais moi, personnellement, oui, je vais d'abord mettre la priorité dans un cheminement complètement réceptif à tout ce qui pourrait arriver Mm. et ce qu'on appelle un peu cette magie du chemin, quoi, le fait de vivre des expériences complètement dans leur intégralité, c'est-à-dire corps, cœur et âme. Quoi. On est littéralement un objet d'expérience, en fait. Quand on a cette liberté et qu'on n'a plus aucune contrainte, Mm. ben, il se passe plein de choses à travers nous. Tout ce qu'on doit vivre, on le vit, en fait. C'est ça qui est magique.
Est-ce que la première fois que tu es partie seule, sac à dos, bivouaquer, est-ce que ton entourage t'a dit, mais Sylvie, tu vas rencontrer des monstres ou tu vas, je ne sais pas, est-ce qu'ils avaient peur pour toi? Est-ce que toi, tu avais peur ou quelles sont un petit peu les réactions, je ne sais pas, de la société, de ton entourage ou de toi-même par Bon, mon rapport entourage tout proche, c'était mon mari et mes enfants, m'ont rien dit, franchement, ça a été super. Enfin, je n'aurais pas demandé, en fait, hein, je suis partie. Je n'ai pas posé la question du tout. Et puis bon, bah oui, mais mes peurs, moi je les avais bien sûr, parce que tout le monde a peur de dormir à la belle étoile. C'est pas quelque chose qui est naturel chez l'être humain. Je pense que la première fois, on a quand même une petite appréhension, hein. Ça paraît très long une nuit, où c'est froid, où il y a des bruits. Et donc, voilà, ce que j'expérimentais, en fait, c'est qu'une fois qu'on avait dépassé cette première expérience, ben, les choses, elles étaient intégrées et puis on avait de moins en moins peur. Voilà. Mais des appréhensions, il y en avait certainement dans mon chef à moi. Mon entourage, ça va, il m'a vraiment pas pesé. Et en fait, oui, peut-être, mais moi, ça m'est un peu égal ce que les gens pensent de moi. J'avoue que c'est pas quelque chose qui va me freiner, quoi. Donc, je ne me suis pas posé la question. Parce que il y a quand même souvent, quand on regarde dans les forums ou quand on parle autour de soi, il y a quand même souvent cette peur de partir seul, de partir bivouaquer seul. C'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif ou dans... Mais est-ce Euh, que toi, tu trouves que c'est réellement dangereux ou... Enfin, Mais en fait, je crois qu'il y a beaucoup de... Enfin, tu vois, les médias, bah, ils nous montrent toujours les choses tirées en épingle les plus négatives possibles, hein. Je ne veux pas te faire un dessin. Bah, c'est exactement ça. Donc, si on croit que c'est ça la réalité du monde, évidemment, elle est totalement déformée. Mais 99,99, pour faire un belgo-français, pour cent des personnes qu'on rencontre, elles sont bienveillantes ou au pire indifférentes, mais des gens agressifs, des gens qui ont des intentions. Bon, il y en a, hein, je suis pas complètement naïve. D'ailleurs, j'ai eu une fois un problème. Donc, voilà, je sais que ça peut arriver. Mais ce n'est pas ça qui va me faire peur ou en tout cas, voilà, j'ai dit à cet agresseur qu'il n'aura pas ma peur et effectivement, il ne l'aura pas. Il aura mon pardon. Et puis voilà, ça fait partie des expériences que moi j'avais à vivre à ce moment-là. Et sinon, je ne vois vraiment pas le risque ou le danger de se coucher dans un bois ou derrière une chapelle quand le soleil se couche et de se lever le matin quand il se lève et de repartir. Voilà, ça fait partie pour moi des immenses chances qu'on a de pouvoir faire ça en liberté en Europe. Et justement, ne nous privons pas de cette liberté. On est quand même dans des pays qui sont extrêmement sûrs et c'est rarissime. Enfin, on ne fait pas ça en Amérique du Sud ou en Afrique. Voilà, je veux dire, c'est pour plein de raisons, hein, pas uniquement humaines, hein, mais aussi plein de bestioles beaucoup moins sympathiques que chez nous, quoi. Mais non, vivons cette liberté, c'est extraordinaire en fait de pouvoir vivre cette expérience. Et un de mes projets, c'est d'amener des femmes en forêt et de leur faire expérimenter une nuit à la belle étoile pour vraiment dépasser cette première fois qui fait tellement peur ouais. et découvrir l'incroyable tendresse de la terre. En fait, quand on met son cœur contre la terre et qu'on lui confie tout ce qu'on a à lui confier et qu'on s'endort dans les bras de la terre, mais c'est quelque chose d'hyper fort en fait, hein. C'est bien au-delà de ce côté un peu aventurier. C'est très profond en fait. On dépose, on se recharge, on se connecte. Et une des choses qui moi m'ennuyait avec les auberges, c'est que j'avais l'impression que je quittais le chemin en fait. Moi, j'avais besoin de rester en contact physique avec le chemin nuit et jour. Et donc, surtout sur des chemins aussi porteurs que ceux de Compostelle. Et vraiment, oui, il y a quelque chose d'extraordinaire de se reconnecter à la terre et de dormir sur le sol. C'est tout à fait particulier comme sensation, en fait. Tout comme en hiver, bon, c'est pas autorisé partout, il faut faire attention, mais faire un feu et passer une soirée juste à regarder le feu, mais ça nous connecte à toutes nos racines d'être humain, en fait. Et c'est fantastique. Et puis, voilà. Et puis le reste, c'est beaucoup de croyances, beaucoup de choses qu'il faut juste dépasser. Et, voilà, par l'expérience, je pense que c'est le mieux de. Ouais.
Oui, non, non, tout ça, c'est véhiculé. Pourquoi on veut toujours mettre les gens dans la peur? Ça, c'est une bonne question. Moi, je lutte, non pas je lutte, mais j'aime dire que ben voilà, c'est intéressant d'aller questionner nos peurs et puis de vivre des choses qui nous permettent de ne plus avoir peur parce que vraiment, qu'est-ce que ça peut nous freiner dans la vie, quoi. Et je trouve que c'est une bonne idée justement d'emmener des femmes bivouaquer dans un bois parce qu'en groupe, on a moins peur. Donc c'est vrai que tu expérimentes en groupe et après, tu n'auras peut-être pas peur d'expérimenter seule, quoi, en fait. Tout à fait. J'ai Ouais. bien cru comprendre que toi, tu faisais la même chose, en fait, hein. Tu emmènes aussi les femmes avec toi. Oui, moi, je fais des treks coaching au Maroc où effectivement, j'emmène des femmes au Maroc, donc un pays qui est pour moi connu puisque j'y vais depuis 35 ans. Et je les emmène dans des endroits un peu méconnus, en tout cas pas toujours le même endroit. J'essaye d'aller dans des petits endroits de l'Atlas. Et moi, j'y vais avec un guide, on va en auberge. Et les prochains seront en bivouac. Donc, on pourra goûter effectivement le feu de camp dont tu parles, effectivement, qui me manque aussi, que j'avais quand j'étais scout à l'époque du scoutisme, où effectivement, on passait nos soirées autour d'un feu. Ça, c'est quelque chose qui est très sympa. Ouais, ouais. Magnifique. Ah, bravo, bravo. Ah, ouais, ouais. Mais voilà, le but, c'est de donner envie à plein de monde voilà, de se lancer, hein, vraiment. Ouais. J'ai vu plusieurs fois en te suivant sur les réseaux que ben, on a des ups et des downs dans la vie, mais des fois, c'est des downs de la vie qui te propulsaient sur le chemin parce que peut-être, c'est pour toi un moyen d'aller mieux, de te questionner ou de prendre le chemin pour apaiser un état, euh, un état émotionnel qui arrive parce qu'on a tous des problèmes dans la vie, quoi. Mhm. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et avec le choix de chemin qu'on a, en plus, c'est intéressant parce qu'on peut très souvent trouver un chemin qui vient en miroir de ce qu'on vit, en fait. J'ai notamment suivi la Via Arduina. C'est un chemin magnifique parce que c'est un chemin qui va sur les traces d'une déesse celte, la déesse Arduina qui a donné son nom à l'Ardenne. Ouais. Et c'est un chemin qui a été tracé par une personne qui s'y connaît vraiment dans l'énergie des chemins. Et ça, c'était un chemin vraiment thérapeutique et transformateur et un chemin d'une très, très profonde solitude. Mais j'avais besoin de ça pour aller moi-même voir ma propre solitude. Et donc, ouais, il y a souvent des belles métaphores entre ce que le chemin nous propose et ce qu'il nous demande aussi de dépasser et notre état intérieur. Donc, oui, pour moi, le chemin peut vraiment être un outil thérapeutique, certainement, certainement. Oui, c'est de cheminer seul qui permet d'avancer, de t'apaiser. Oui, parce que alors le danger du groupe, c'est qu'on va probablement aller compenser dans le groupe nos manques, que ce soit simplement, oh, ben, je ne parle pas espagnol, je vais essayer de trouver quelqu'un qui parle espagnol, ou j'ai peur du bivouac, je vais trouver quelqu'un qui n'a pas peur. Et ça, ce n'est pas l'objectif, évidemment. Si on veut en faire une expérience de vie, ben, le chemin, c'est d'abord de vivre tout ça, tout ce qu'on a à vivre, alors seul au départ, et puis par quelques rencontres qui vont émailler le chemin, peut-être d'avoir des éclairages à certains moments clés. Hein, mais c'est vrai que de rentrer dans un groupe et de plus savoir vraiment comment on en sort et de plus du coup être tout à fait soi-même, hein, ça me paraît être un danger dans les chemins trop fréquentés comme le Puy-en-Velay ou le Camino en haute saison. Ouais. Mais on peut aussi tout à fait décider de ne pas être dans un groupe, même en haute saison. En Espagne, moi, j'ai marché toujours les après-midi. Il n'y avait jamais personne sur le chemin. Ouais. Au mois de juillet, au mois d'août, et j'étais toujours seule, quoi. Donc, c'est pas du tout impossible. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être un risque. En tout cas, moi, c'était une de mes craintes. C'était de perdre mon chemin parce que je me collais à d'autres. J'étais vigilante par rapport à ça. Mais, Ouais. et par contre, au retour, c'était vraiment chouette parce que j'avais à la fois le plaisir de rencontrer des personnes et de vivre des moments très intenses, hein, parce que finalement, un câlin de cœur à cœur où on donne tout l'amour qu'on peut, bah, c'est un moment extrêmement fort. Et puis, on se quittait puisqu'on n'allait pas dans le même sens et Ouais. chacun reprenait son chemin. Moi, ça, c'était
belle métaphore aussi de ce qu'on peut apporter dans la vie aux autres, quoi. Ouais. Un moment d'amour et puis hop, on repart. Et du coup, quel type de rencontres tu as fait sur le chemin? Donc dans ce retour, donc c'était plus des rencontres ponctuelles, mais est-ce que du coup, ça arrive aussi de rencontrer des personnes, de les recroiser? Comment ça, quand tu chemines seule, Alors, j'ai eu tous les chemins? des belles rencontres éphémères sur ce chemin à l'envers, avec des amitiés qui sont toujours là aujourd'hui. J'ai eu aussi des trucs de fou, comme une personne que j'ai retrouvée alors sur le chemin de Rome 6 ans plus tard, moi à vélo, et qui me dit: Je vous reconnais, vous m'avez fait un câlin tel jour, à tel endroit sur le Camino Frances. Donc c'était vraiment fou. Et puis alors, il y a eu aussi des hasards, on ne peut plus même appeler ça des hasards, mais vraiment des rencontres qui se sont répétées à plusieurs reprises sur différents chemins, où là, on se dit, mais on doit être connecté quelque part, c'est pas possible, quoi. C'est tellement incroyable et improbable. Donc, il y a eu comme ça des choses très, très fortes et des amitiés qui sont restées. Oui, oui. Pas énormément, mais des amitiés très, très fortes, très profondes. Donc, oui. Le chemin te reconnecte à toi et puis du coup te connecte aux autres quand c'est le moment. Voilà, j'étais pas en attente de ça et j'ai reçu des beaux cadeaux du coup. Ça, c'est aussi une de belles leçons du chemin. C'est si tu demandes quelque chose, bah, tu l'auras. Hein. C'est sûr que si tu veux un bivouac avec une chapelle, un robinet, bah, tu l'auras. Il n'y a pas de problème, le chemin te donne toujours ce dont tu as besoin. Mais si tu demandes rien et que tu te mets dans une espèce d'état d'acceptation que tout ce qui viendra sera parfait, mais tu vas recevoir des cadeaux, mais incroyablement plus riches et plus profonds. Et ça, c'est vraiment à chaque fois que j'ai pu atteindre cet état de grand oui, comme j'appelle ça, de grande acceptation de tout, hein, donc y compris le moins, voilà, ce qui n'est pas spécialement le plus confortable, et ben, il m'est arrivé des trucs extraordinaires. Quoi. Un jour, on a demandé pour rencontrer Mike Horn, enfin, même pas demandé, tiens, ce serait marrant, on arrive en Suisse, on verrait bien Mike Horn, et je suis tombée sur Mike Horn qui sortait de sa maison. Quoi. Ouais. Alors, voilà, et c'était même pas qu'une demande, c'était vraiment un cadeau. Quoi. C'était, tiens, tu veux vraiment une preuve encore en plus que tu es dans l'ouverture qu'il faut pour vivre des trucs marrants. Ouais. En voilà encore une. Et c'était. Ouais. Le chemin m'a appris ça, c'est qu'il y a vraiment moyen d'ouvrir quelque chose qui nous rend connectés, réceptifs, qui n'est pas spécialement facile à atteindre comme état, mais qui est juste chouette, parce que à ce moment-là, on est ajusté, quoi. On fait des choses qui sont. C'est pour ça qu'on est là, probablement. Des moments où on est plus en paix peut-être, ou des moments où on est plus, le mot lâcher prise est très à la mode, mais plus... Je dirais une ouverture du cœur, une espèce d'ouverture totale, une acceptation totale de tout ce qui est. Voilà, sans plus aucune attente, sans plus aucune volonté, on va dire. Vraiment juste voilà, laisser venir ce qui doit être et sans plus aucun jugement, est-ce que c'est positif ou négatif? Non, simplement dire voilà, toute cette expérience, je la prends. Et bon, le fait d'être en mouvement, évidemment, ça permet de vivre des expériences. Hein, il n'y a pas le choix. Tous les jours, c'est une succession de petites expériences, que ce soit pour dormir, pour manger, pour se laver, pour avancer. Et donc, oui, cette espèce de grande ouverture, ouais, je n'ai pas de mots pour décrire cet état-là, mais c'est quelque chose de très particulier à l'intérieur, au niveau du cœur, qui s'ouvre et qui rend tout hyper fluide. Comme ça. Ouais. J'ai ma prof de yoga qui parle d'état neutre, comme ça. On est... Je ne sais pas si c'est... C'est ça, oui, probablement que c'est ça, voilà. Et on n'est pas dans une volonté de contrôle, on est dans une ni dans voilà, c'est neutre parce que c'est pas c'est ni positif ni négatif, mais c'est extraordinaire, c'est très beau. Oui. Et ça remplit en fait, c'est enrichissant, c'est... Ah, ben quand tu as ça dans le cœur, oui, tu te sens vraiment totalement relié et puis capable aussi de faire du bien autour de toi. Ouais. J'allais dire béatitude un peu, Oui, ou oui, plénitude, oui. on ne sait pas, c'est des...
tout à fait. L'état de grâce, c'est un peu des mots. Mais c'est vrai que chaque religion, chaque philosophie, essaye de mettre des mots et c'est très, très difficile, même si on a une belle langue, le français, mais on est très pauvre en fait par rapport à ça. Mais tu te rends compte que toutes les spiritualités recherchent à mettre des mots sur ce genre de voilà, Mm. d'expérience en fait. Et ce que j'aime bien dans le chemin, c'est que justement, c'est pas mental, quoi. C'est plus incorporé. On peut vraiment incarner ce qu'on a envie de vivre plutôt que d'essayer de le comprendre ou de le mentaliser, de le verbaliser. On est plus dans le vécu. Et ça, moi, ça me correspond bien en tout cas. Parce que la marche permet aussi de lâcher le mental. Oui, En certainement. rue, Oui, oui. en- Mhm. il y a une proximité avec la nature, et puis tu es dans la marche, tu es à nouveau dans ton corps, alors que dans une activité qu'intellectuelle, tu es très peu dans ton corps, en fait. Oui, il faut quelques jours ou quelques semaines de marche quand même. Hein. C'est pas, le mental, il se lâche pas tout de suite. Hein. Le hamster, il tourne, il tourne, il tourne dans la tête les premières Mm. semaines. Ouais. Oui, peut-être que dans la fatigue ou dans la douleur ou dans oui, peut-être il y a un moment où ça lâche, mais ça prend du temps parfois. Hein. Il Mm. faut 2, 3 semaines. Voilà, et puis ben, on explique ça, hein, que certains chemins font notamment en Espagne, hein, qui a une première partie qui va jusque Burgos, qui est vraiment le travail du corps, et puis tu as la meseta qui est le travail du cœur, et puis seulement après Léon commence le travail de l'âme. Quoi. Mm. Et, D'accord. moi, j'ai pu expérimenter ça en marchant chaque année 40 jours. Bah, souvent, vers la fin, là, il y avait des choses qui commençaient vraiment à se, à se clarifier, à se débloquer. Mm. Mais il fallait, pour Il fallait toi, un petit temps pour de atteindre, marcher quand voilà, même. la sagesse viendra peut-être, et ça viendra peut-être plus vite. L'heure tourne un petit peu. Qu'est-ce que... On a quelques points communs. Tu me parlais d'avoir fait ce week-end un cercle de femmes. Et Mhm. puis, je te disais ce matin, lorsqu'on s'est eu au téléphone, c'est quelque chose que je suis en train de lancer aussi, moi. C'est un petit peu mon intuition qui m'a emmenée vers ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît aussi de ton agence? Tu disais que ton agence web était pour les femmes. Est-ce que c'est un domaine que tu as envie de partager avec ces Alors, personnes-là? il Qu'est-ce faut que... bien comprendre, les femmes, c'est parce que c'est beaucoup plus facile, parce que bon, on est, enfin, c'est par paresse en fait. Hein. Je pourrais faire des cercles d'hommes, mais bon. Ce qui est bien dans un cercle de femmes ou même dans une formation avec des femmes, c'est que on est très vite dans l'authenticité, dans la simplicité. On comprend tout de suite que voilà, on ne va pas se fatiguer à se mettre des masques. Et donc les cercles de femmes, pour moi, c'est une façon d'ouvrir encore une porte, tu vois, tout comme le chemin, je veux des pots du pèlerin, je fais aussi des rencontres de femmes, certaines qui ont déjà pratiqué des cercles, d'autres pas, et on fait ça dans un esprit de co-création, c'est-à-dire que moi je fournis juste le lieu et j'invite les gens, et puis chacune amène sa contribution au cercle, que ce soit un chant, un mantra, une pratique, une carte oracle, une réflexion, une méditation, un rituel, ça peut être plein de choses en fait. Et l'idée, c'est de pouvoir, d'une part, se déposer, vivre un moment vraiment très, très connecté entre nous, dans la bienveillance, euh, vraiment dans aussi cette espèce de lâcher prise. Hein, et moi, ce que j'aime, c'est d'éveiller les personnes en leur disant, bah, tiens, voilà, ça existe. Puis si vous avez aimé, ben, vous allez sûrement trouver des gens qui le font beaucoup mieux, voilà, comme toi, par exemple, hein, qui est quand même plus professionnel que moi. Moi, ce que j'aime, c'est de prendre la main des gens et de les guider sur les premiers pas, que ce soit les premiers pas sur leur site internet, les premiers pas sur le chemin de Saint-Jacques, les premiers pas voilà, une forme de reconnexion à son féminin ou à son intériorité, tout simplement. Et voilà, j'ouvre la porte et puis après, je donne un petit coup de pied et je dis, allez, maintenant allez-y. Hein. Voilà, donc j'aime bien cette idée de pouvoir partager des choses qui m'ont inspiré moi et puis que ça essaime. Surtout, ce que je voudrais, c'est que
c'est que celles qui sont venues, elles relancent l'idée plus loin et que ça fasse boule de neige. Hein. C'est comme le chemin, c'est toute chose positive qui peut faire un effet boule de neige et qui va se répercuter plus loin et plus loin. On arrive vers la fin du podcast. Quelle définition tu aimerais donner à aventurière de la vie? Alors, l'aventurière de la vie, je pense que c'est là qui se réveille chaque matin comme si chaque journée était vraiment une nouvelle journée d'aventure, d'inconnu, et que quoi qu'il arrive, elle arrive à dire oui à tout ce qui vient, en fait. Je pense que c'est ça, l'aventurière de la vie. C'est la pèlerine de la vie, on va dire ça. Et la dernière question signature du podcast, est-ce que tu aurais un mantra, une petite phrase que tu aimes et que tu voudrais partager à nos auditeurs et à nos auditrices? Moi, c'est la petite phrase le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Ça me convient bien, en fait, cette petite phrase de se dire, voilà, vraiment, c'est dans l'instant présent qu'on va savourer le chemin et surtout ne pas se projeter au-delà de l'instant. Et le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à toi, Christine. Bonne continuation à ton podcast. Merci beaucoup. Merci Sylvie, je suis ravie que pour le 52e épisode, pour les 2 ans du podcast Aventurière de la vie, je suis ravie qu'on ait eu le temps de faire cette interview. Voilà, cela faisait plusieurs mois, peut-être même une année, que je souhaitais te contacter pour faire ce podcast. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, pour mon anniversaire, j'ai demandé, pour ceux qui veulent, je leur ai proposé de contribuer à un projet d'aménagement d'une bibliothèque dans la région de Ouarzazate. Voilà, si vous voulez m'aider sur ce projet, vous pouvez regarder sur le site internet de l'association christeam.org. Vous trouverez dans les commentaires du podcast aussi tous les liens internet pour joindre Sylvie de Radio Camino ou pour joindre le projet christeam.org, je viens de le dire, ou si vous cherchez des informations sur le trek Aventurière de la vie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Aventurière de la vie.